Passer la parole à Éric de Horter, qui a décidé de parler d'environnement et de lien entre l'agriculture et les cancers, et notamment les agriculteurs et les cancers, avec une étude qui s'appelle Agrican. Qu'est-ce que c'est cette étude ? C'est un panel de 180 000 agriculteurs qui sont suivis depuis 2005. C'est fait avec la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, c'est-à-dire la sécurité sociale des agriculteurs, un institut qui est à Caen et l'université de Bordeaux. Et donc ils analysent toutes ces données, et à l'issue de ça, ils ont pu mettre en évidence le fait que globalement, chez les agriculteurs, il y a un peu moins de cancers que dans la population classique, surtout les cancers dus au mode de vie, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils bougent. Donc, ce n'est pas des gens sédentaires qui ne bougent pas et qui vont développer des maladies du fait de leur inactivité. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres cancers qui sont beaucoup plus présents. Et finalement, en 2013, l'INSERM a validé le fait que le cancer, le lymphome et le cancer de la prostate sont devenus deux maladies professionnelles chez les agriculteurs. Notamment par rapport à l'utilisation des pesticides. En tout cas, c'est le facteur qui a été mis en évidence, parce que chez ceux qui n'en utilisent pas, qui sont en agriculture biologique, on n'a pas observé cette augmentation. Voilà. Après, je pense qu'on aimerait tous qu'il y ait plus d'argent et plus de recherche pour pouvoir mettre en évidence, j'imagine vous aussi, vous êtes sur la prévention, mais si je vous demande exactement qu'est-ce qui a déclenché ce cancer, vous savez, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a une part environnementale. Pour la moitié des cancers du côlon, c'est environnemental. Alors l'environnement, c'est pas que les pesticides. C'est la nourriture, c'est l'activité physique, c'est l'obésité, c'est le tabac. Et puis pour l'autre moitié, c'est plutôt des facteurs héréditaires. Quand on a un antécédent familial de cancer du côlon, on a plus de risques d'en faire. Alors en plus, on va voir, on les a déjà vus, des images d'utilisation des pesticides, et on comprend que c'est quelque chose d'assez délicat, puisque pour pouvoir les appliquer correctement, il faut vraiment être habillé comme si on allait sur la Lune. Et moi, j'ai pas souvent vu, en tout cas, j'ai souvent vu à l'inverse, des ouvriers utiliser, ça m'est arrivé même de voir une fois une parcelle de vigne complètement brûlée, où j'avais l'impression qu'il y avait le feu, et on m'a dit, c'est un ouvrier agricole qui s'est planté dans les doses, et donc ça nous a brûlé toute la parcelle. Donc on voit que c'est des choses qui sont difficiles, délicates à utiliser, et c'est surtout qu'aujourd'hui, avec la transition écologique, normalement, on devrait aller vers d'autres pratiques. Il existe des pratiques notamment d'agroforesterie, où on essaye de reconstituer un écosystème forestier dans lequel on va intégrer les légumes que l'on veut produire, par exemple, de manière à ce que, au total, ça fonctionne tout seul, comme une forêt naturelle où on n'a pas besoin d'intervenir. Mais au total, ça va être une forêt nourricière. Okay. Voilà. Alors, ça, c'est des techniques qui existent, mais on a bien vu qu'avec les dernières crises agricoles, ce qui a été demandé, c'est plutôt de faire une pause dans cette transition-là, parce que c'est vrai que ça coûte cher, il faut avoir une volonté politique, il faut vraiment donner de l'argent pour pouvoir passer d'un système à l'autre, parce que pendant un moment, on comprend bien qu'il va y avoir une perte de productivité quand on passe d'un système à l'autre. Il faut vraiment que le temps que l'écosystème soit installé et que ça fonctionne. Donc on comprend que c'est pas simple, et que malheureusement, on risque encore de rester et de devoir faire de la prévention. Alors, quelle serait la solution pour éviter au maximum, parce que c'est pas forcément évitable aujourd'hui, on l'a compris, les produits phytosanitaires, notamment dans des cultures à grande échelle, quelle serait la solution pour ces exploitations à grande échelle ? En fait, ce qui se passe, le marché conditionne beaucoup les choses. Par exemple, pendant très longtemps, on n'a pas eu de sucre de betterave bio, et vous vous rappelez que même les producteurs de betteraves ont demandé la possibilité de pouvoir réutiliser des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides qui pourtant avaient été interdits. Et ils ont demandé une dérogation. Mais à côté de ça, comme à La Réunion, on fait du sucre bio de canne à sucre et qu'il y a une demande de marché, il y a quand même des producteurs de betteraves qui sont passés en agriculture bio, et maintenant on a du sucre de betterave bio, ce qui prouve qu'il est possible de faire une culture, même de type de grande culture, différemment. Mais là, c'est véritablement le consommateur
et le marché qui va permettre d'accélérer ou pas cette chose-là. On voit que... Donc en gros, vous nous dites, plus on va consommer de produits non traités et plus on va nous en proposer. Est-ce que c'est viable pour autant? Est-ce que c'est possible de nourrir autant de monde? Parce que c'est toujours l'argument qu'on nous place. Alors avec de l'agriculture. La FAO a sorti une étude là-dessus en montrant que globalement, dans le monde, il y a plus de gens qui vivent avec une agriculture paysanne sans pesticides qu'avec de l'agro-industrie. C'est surtout les pays développés qui vivent avec de l'agro-industrie et qu'on pourrait tout à fait faire vivre toute la planète avec une agriculture paysanne bio. Ça c'est c'est pas moi qui le dis, c'est la FAO.